Bonjour à toutes et à tous. Un jour, Pompidou avait écrit à son fils que lire, penser, rêver, rire, découvrir, c'était résister. Je crois que ça me plaît bien tout ça. Bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, c'est justement avec quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la nature de l'homme et sur la nature tout court que nous avons rendez-vous à Agen. Michel Serres, dès les années 60, nous invitait à rester humbles face à la terre-mère. Nous y reviendrons dans l'inspiration. Michel Serres, c'est un philosophe, mais c'est peut-être d'abord un professeur. C'est quelqu'un qui a la passion de la pédagogie. Et le contrat naturel, c'est le testament de Michel Serres, c'est un legs. C'est quelque chose qu'il a compris, qu'il a envie de transmettre, et surtout dont il a envie qu'on hérite, c'est-à-dire qu'on en fasse quelque chose, qu'on se l'approprie. En Suède, sous ce ciel féerique, il se pourrait qu'on croise quelques trolls et une certaine dame blanche. Les Suédois adorent glisser du surnaturel dans la plupart des phénomènes naturels. L'héritage sera donc fantastique ou ne sera pas. Nous irons également en Éthiopie pour décrypter l'origine d'une lettre bien mystérieuse qui a captivé la chrétienté au Moyen-Âge. Une lettre qui évoquait un royaume tellement fascinant que tous se sont mis à le chercher. Le prêtre Jean de la Lettre se présente comme une sorte de messie. Sa lettre évoque un monde merveilleux, un monde sans péché, où les gens ne sont même pas obligés de travailler. C'est vraiment un paradis sur Terre. Alors forcément, les gens se demandent, où se trouve ce royaume ? Il doit bien se trouver quelque part, mais où ? Quant à notre recette du jour, on la testera en Mongolie. Cette recette, c'est celle des kouchours, des sortes de chaussons farcis à la viande de mouton et cuits grâce à de la bouse de vache. Je vais passer à la cuisson des kouchours. Pour ça, j'utilise du beurre fondu. La fumée, elle vient de la bouse de vache qu'on utilise pour le feu et du beurre. Ce n'est pas un problème. La fumée de bouse de vache est bonne pour la santé. Ça tue les bactéries. Voilà, nos kouchours sont prêts. On va manger en famille. Mais avant cet alléchant programme, c'est la devinette. Selon une légende du Bengale, quelle apparence prend le démon dans la plus vaste mangrove du monde au Bangladesh ? Les Sundarbans se trouvent dans le sud-ouest du Bangladesh, à cheval avec l'Inde. Les pêcheurs y croisent des serpents, y font face à des cyclones et à des inondations régulières, mais le danger qui les terrifie le plus est une force démoniaque. Laquelle ? C'est costaud à trouver, j'avoue, mais vous avez 45 minutes pour ça. L'homme est un pou pour l'homme. Il n'y a bien que Michel Serres pour avoir pu faire un tel jeu de mots. Michel Serres, le philosophe visionnaire, c'est lui qui nous guide aujourd'hui à Agen, dans l'inspiration. Donc, t'as ramené un livre ? Ouais. Bah, c'est Michel Serres, là. Je suis en train de le lire en ce moment. C'est sur contrat naturel. Je sais pas si tu connais. Je vois pas. Bah, franchement, c'est bien. C'est sur le rapport de l'homme à la nature, tout ça. Il disait ça. Attends, je te le lis. Le parasite prend tout et ne donne rien. L'hôte donne tout et ne prend rien. Le droit de maîtrise et de propriété se réduit au parasitisme. Le contrat naturel de Michel Serres, grand philosophe du XXe siècle et membre de l'Académie française, pourrait être une sorte de testament légué aux nouvelles générations. Mais penser à Michel Serres, c'est d'abord l'entendre. Ce phrasé particulier, cet accent rocailleux. Chaque livre qu'on publie est une sorte de station dans l'itinéraire, et en particulier le dernier, qui s'appelle le contrat naturel, auquel je donne beaucoup d'importance, est une sorte de travail ou de méditation ou de récit même, très, très ouvert et très accessible à la lecture, sur le rapport de l'homme et du monde, sur le rapport un peu raté, il faut le dire maintenant, entre la puissance de notre science et la fragilité de la nature. Pendant plus de 60 ans, Michel Serres a marqué le XXe siècle avec son œuvre liée aux questions morales associées au progrès scientifique et à l'écologie. Dans le sud-ouest, Agen, sa ville natale, est son petit laboratoire philosophique, cerné par la nature et le vivant. Car le contrat naturel, best-seller traduit dans le monde entier et publié en 1990, pose une question majeure de notre époque. Qu'avons-nous fait de notre rapport au monde, à la nature ? Faudrait-il passer un contrat avec elle pour tenter de la protéger ?
Dans le bassin agenais, les habitants, au début du XXe siècle, entretiennent un rapport charnel avec leur fleuve, la Garonne. Les descendants de Michel Serres perpétuent ce lien. Ici et sur toute la vallée de la Garonne, on parle de Garonne. On la personnifie comme étant une sorte de déesse à l'image de Gaïa, la terre-mère. C'est une marque à la fois de respect et de crainte. C'est-à-dire que Garonne, elle peut être bienfaisante. Elle apporte de la nourriture par les poissons qu'elle a, par l'eau qui permet d'irriguer et de faire pousser les récoltes. Mais de temps en temps, elle a besoin d'être respectée. Donc là, c'est la crue dévastatrice parce que la crue de ce fleuve est violente, quoi. En 1930, une crue est plus violente que les autres. Michel Serres aime raconter qu'encore dans le ventre de sa mère, il fut rescapé dans une barque. Pour mon père, le fait d'être sauvé à ce moment-là des eaux, je sais pas, un peu comme Moïse, quoi, hein, finalement, a fait que sa vraie mère, eh bien, c'était Garonne. Hein. Je crois qu'il avait aussi un lien avec le fleuve qui était un lien corporel. Le corps, pour lui, est extrêmement important toute sa vie. C'est pas un intellectuel, comme on dit dans les villes. C'est un homme qui a toute sa vie pratiqué le sport, qui a été très ancré dans son corps et probablement à cause de son enfance. Moi, je crois avoir appris à nager dans la Garonne. Il m'avait fait traverser la Garonne avec lui. Alors on était tous les deux extrêmement fiers. La terre sous mes pieds monte au milieu de mes mollets par un enracinement puissant. Et l'eau de mon fleuve jusqu'au cou, plongement définitif de mon génome. Le philosophe passe son enfance sur une plateforme de dragage que possède sa famille. Une machine qui extrait les graviers du lit du fleuve pour les matériaux de construction. Cette époque lui révèle toute la parenté spontanée qu'un être humain tisse avec les éléments naturels et les menaces qui planent. Il dit plusieurs fois qui sait écouter la souffrance des fleuves. Donc il avait tout à fait conscience des enjeux actuels et je crois que ça a été forgé bien sûr parmi toutes ces crues qu'il a vécues. Ce moment où on se lève le matin et on dit voilà où en est le fleuve, ça fera ma journée. Dans cette réflexion-là, la terre n'est plus un objet. Vous voyez, ça c'est très très important. C'est désormais un sujet à part entière devant nous. Il demande à ce qu'effectivement il y ait contrat, mais contrat pas seulement avec la nature en général, parce que pour lui la nature en général, ça ne voulait rien dire, mais avec des lieux, des lieux précis, ça pourrait être Garonne. Dans mon corps coule Garonne. De la gare de ma ville de naissance, je sors les yeux secs, mais que je passe le pont de pierre et je pleure. Mes larmes séchées sentent la même eau, sous moi fluidifiée d'elle, quand j'avance en elle. À partir des années 60, les bords de Garonne sont grignotés par le béton et les aménagements urbains. Les pêcheurs se font de plus en plus rares. Michel Serres perçoit que si les habitants perdent leur lien de filiation avec Garonne, alors ils prennent le risque de la voir dépérir. Mais comment continuer à vivre sans son fleuve ? Autrement dit, le monde, choses et vivants, ne forme pas, comme nous le disons avec arrogance, une circonférence dont nous occuperions le centre, c'est-à-dire le pivot, le pôle d'attraction ou le commandement, mais doit devenir un partenaire avec lequel négocier en permanence et en particulier signer le contrat dont j'ai parlé jadis. Si Michel Serres est un enfant de la Garonne, c'est que ce fleuve a accouché d'une ville tout entière, Agen. Bien qu'elle soit considérée comme une ville de taille moyenne, Agen a rayonné au cours de l'histoire économiquement et culturellement grâce à ses grands marchands et industriels. Dès la fin du XVIIIe siècle, pour une portion du sud-ouest, elle devient une ville de divertissement et d'instruction. C'est dans ce centre historique fourni et joyeux que Michel Serres évolue dans sa jeunesse. Les lieux de ses errances sont ceux du savoir.
Au théâtre du Cournot, édifié au début du XXe siècle, il découvre les textes parlés et chantés. Michel Serres, il a 15 ans en 1945, il y a une espèce d'immense souffle de vie. Les années de la guerre ont été terribles. Et donc ici, le théâtre, c'est un théâtre populaire, c'est un théâtre où on aime rire, s'amuser. C'est un petit peu le théâtre de boulevard qui prime. Le jeune Michel Serres apprend déjà à faire société. Dans les ruelles médiévales, sur les petites places, le philosophe en devenir, fin observateur, scrute les hommes et leur manière d'interagir. Il note qu'ils ont établi malgré eux leur contrat social. Aussi mythiquement que nous le pensions, le contrat social marque donc le commencement des sociétés. En raison de telle ou telle nécessité, certains hommes décident un certain jour de vivre ensemble et donc s'associent. Et depuis lors, nous ne savons plus nous passer les uns des autres. Quand, comment, pourquoi ce contrat fut-il signé? Nous ne le savons pas et nous ne le saurons sans doute jamais. Qu'importe. Il a en point de repère l'émergence de la philosophie politique au XVIIIe siècle, autour des Lumières, et bien sûr le texte de Rousseau sur le contrat social, donc du peuple souverain qui passe contrat avec ses représentants de manière à ce que la cité fonctionne. Et ça a été une espèce d'invention géniale, ça, hein, à la fois la démocratie, un homme envoie un autre, mais en même temps il faut que la ville fonctionne, donc il faut des représentants, donc on va admettre d'être représenté sous condition. Et là il va dire, écoutez c'est simple, il faut que l'homme ait la modestie de dire qu'il doit passer contrat avec la nature. Alors ça lui a été très reproché au niveau philosophique, parce qu'on disait mais c'est qui la nature? Qui c'est qui signe pour la nature? Et ça va être un débat philosophique majeur autour de son livre. Michel Serres dérange. À sa sortie en 1990, le contrat naturel s'est heurté à une levée de boucliers. Il y a 30 ans, vouloir sauver la planète était considéré comme une élucubration d'utopiste. C'est que le philosophe a une réputation de trublion. Avec son accent du sud-ouest et ses chaussures crottées, il débarque à Paris à la fin des années 60 pour son parcours universitaire. Il s'intéresse à l'écologie, à l'innovation, aux nouvelles technologies, à l'art. Il enseigne l'histoire des sciences à la Sorbonne et à l'université de Stanford aux États-Unis. Malgré tous ses voyages et ses accomplissements, il cultive la nostalgie de son Lot-et-Garonne. Des paysages et des hommes qui changent, traversant des décennies de révolution technologique et de mondialisation. Alors, comme il sait si bien le faire, Michel Serres s'interroge et énonce une question en particulier. Comment la modernité a-t-elle posé le problème du monde? Que va-t-il rester pour les générations futures? La réponse se trouve peut-être aux abords du Pont-Canal. L'espace a été réaménagé récemment pour accueillir les flâneurs et la jeunesse. Je pense qu'il aurait adoré cet endroit. C'est un endroit qui est tellement vivant et en même temps en prise avec la nature, avec les saisons qui passent, qu'il n'aurait pu qu'apprécier ce lieu qui à la fois est dédié aux plus jeunes et dans lequel les jeunes générations, depuis les tout petits jusqu'aux adolescents, viennent avec plaisir passer du temps. On pourrait s'asseoir ici et regarder la vie à Genèse et on y verrait vraiment cette articulation entre la nature et la vie la plus citadine. Et surtout, c'est un lieu où on a envie de rester. Il y a le plaisir de s'asseoir dans un espace qui est ouvert, qui est un espace qui est libre et qui peut être très poétique. Le Pont-Canal et la Garonne qui passe juste en dessous sont tous les deux un croisement de flux et à ce titre-là, le lieu parfait pour philosopher. Michel Serres, c'est un philosophe, mais c'est peut-être d'abord un professeur. C'est quelqu'un qui a la passion de la pédagogie. Et le contrat naturel, c'est le testament de Michel Serres, c'est un legs. C'est quelque chose qu'il a compris, qu'il a envie de transmettre, et surtout dont il a envie qu'on hérite, c'est-à-dire qu'on en fasse quelque chose, qu'on se l'approprie. Alors, pour s'emparer des idées du contrat naturel, il faut le lire, le relire, l'annoter, corner ses pages, jusqu'à trouver quelques idées remèdes semées ça et là par le philosophe. Retour donc à la nature. Cela signifie, au contrat exclusivement social, ajouter la passation d'un contrat naturel de symbiose
et de réciprocité, où notre rapport aux choses laisserait maîtrise et possession pour l'écoute admirative, la réciprocité, la contemplation et le respect. On ne fait qu'exploiter sans forcément donner en retour. Et l'objectif, ce serait de s'inspirer plus de la symbiose et donc que ce soit plus une relation de donnant-donnant. Je pense que Michel Serres réfléchissait non pas seulement sur son époque à lui, mais il réfléchissait aussi pour nous donner des moyens à nous et de penser à des futures lois et droits que la Terre a le droit d'avoir contre ces entreprises, ces États. Michel Serres, c'est quelqu'un de plutôt optimiste. Il a écrit Le contrat naturel dans les années 90. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une urgence et on est beaucoup moins optimiste actuellement qu'il pouvait l'être à l'époque. C'est vrai qu'il était plutôt visionnaire là-dessus et aujourd'hui, on plaint de pas avoir écouté ou de ne pas avoir lu le livre avec plus de sérieux. À l'âge de 88 ans en 2019, Michel Serres quitte notre terre embrasée. Mais les enfants du contrat naturel, une jeunesse en feu, n'ont pas dit leur dernier mot. Michel Serres s'est toujours attaché à dire la vérité, mais il existe un royaume des menteurs à côté d'Agen. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. La scène se répète tous les premiers dimanches d'août à Montcrabeau, dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen. La très sérieuse Académie des menteurs élit le roi ou la reine des menteurs. Les participantes et participants s'assoient sur ce trône de pierre et jurent de travestir toute la vérité, rien que la vérité, et racontent n'importe quoi, comme la vie de Fujio Lapuce, informaticien du roi Louis XVI, ou encore le ski sur bave d'escargot. Une alternative écolo pour pallier l'absence de neige dans les montagnes. Cette Académie des menteurs existe depuis 1748, mais vous n'êtes pas obligé de les croire. Car contrairement à ce que disaient les Shadocks, qui étaient aussi de sacrés baratineurs, ce n'est pas la connerie qui est la chose la mieux partagée du monde, mais le mensonge. Au moment de la sortie de la série Lie to Me avec Tim Roth, des chercheurs britanniques ont compté nos mensonges de pauvres pêcheurs. Et ce n'est pas joli, joli, joli. 6 par jour pour les hommes et 3 pour les femmes. Oui, un homme ment 2 fois plus qu'une femme, et en plus en général quand il ment c'est pour se la raconter, alors qu'une femme ment plutôt par altruisme pour protéger quelqu'un, toujours selon les études. Résultat, on rivalise d'imagination pour démêler le vrai du faux. Wonder Woman a eu son lasso de la vérité, et au Moyen-Âge, les juges mettaient dans la bouche du supposé menteur une poignée de farine. Si elle ressortait toute sèche, alors c'est qu'il avait menti. C'est presque aussi efficace que le nez de Pinocchio. Et ne croyez pas que la vérité sorte de la bouche des enfants. Une autre étude canadienne, celle-là, montre que dès 7 ans, plus de 90% des enfants sont capables de mentir. Et finalement, c'est tant mieux. Parce que c'est signe qu'ils ont atteint un certain degré d'habileté cognitive. Car oui, pour mentir, il faut réfléchir bien plus que quand on dit la vérité. Là encore, ce sont les études qui le disent. Celui qui a dit que mentir était un vilain défaut, celui-là est finalement un gros mytho. Je sais pas vous, mais dans ma to-do list, il y a voir un jour des aurores boréales. Ça présage en plus des bonnes nouvelles en Suède. Ce pays qui, vous allez voir, est particulièrement sensible aux petits signes bizarroïdes que nous envoie la nature. C'est l'héritage. En Suède, lorsque la nuit tombe et que le ciel s'embrase, un spectacle céleste démarre. Les aurores boréales peignent le firmament de nuances spectrales. Depuis longtemps, lorsqu'un événement ne peut être expliqué rationnellement, les Suédois lui attribuent une origine surnaturelle. Pour apprivoiser leurs forêts profondes, les lacs immenses et les hivers interminables, les Suédois ont fait naître des mythes qui aujourd'hui encore font vibrer leur société à l'apparence si pragmatique. Dans ce pays, où l'on sait être saint de corps et d'esprit, largement protestant et libéral, on cache bien son grain de folie.
car le Suédois se révèle bien plus fantasque qu'il n'y paraît. Ce monde occulte s'est invité tout au long de l'histoire du pays, depuis les croyances pré-chrétiennes, lorsqu'on racontait que les esprits rôdaient, se cachaient au creux des rochers, au fond des lacs, dans les brumes des forêts. Couverte à 90% d'espace naturel, la Suède est une longue bande étroite qui s'étire du cercle arctique jusqu'à la mer Baltique. Ces forêts sont les plus étendues d'Europe. Nous sommes bénis d'avoir autant de nature, une nature incroyable. Nous pouvons utiliser la nature autant que nous le voulons, tant que nous ne l'abîmons pas. Nous devons être là et en prendre soin. Un attachement singulier qui s'incarne dans l'Allemansrat, le libre accès à la nature. Un droit inscrit dans la Constitution qui permet à chacun de se promener dans tout lieu naturel, public ou privé. Une liberté séculaire issue d'une vision communautaire sur ces vastes espaces peu peuplés. La nature est importante pour nous, Suédois, car elle est notre espace de respiration. C'est notre refuge, notre lieu de repos. C'est aussi un endroit pour être avec des amis et la famille, pour se relaxer. Une nature hantée par toute une ribambelle de créatures surnaturelles issues de la mythologie nordique. Comme l'Uldra, la séduisante gardienne de la forêt, ou le Naken, l'esprit de l'eau qui attire les humains pour les noyer, l'elfe dansant qui crée la brume au-dessus des prairies, ou encore le troll, ce géant malfaisant. Présentes dès l'âge du bronze jusqu'aux Vikings, ces incarnations des forces naturelles sont diabolisées avant l'arrivée du christianisme à partir du Xe siècle. Mais ces croyances perdurent et se muent au XIXe siècle en protagonistes de contes de fées. Toutes ces histoires, nous apprenons à ne pas en avoir peur, mais à comprendre que c'est une façon de donner une âme à la nature. Si vous imaginez qu'elle a une âme, elle devient plus vivante. Et bien sûr, vous voulez la protéger davantage. Et les esprits se faufilent jusque dans les maisons, derrière les portes et dans les recoins sombres. Dans plusieurs grandes demeures centenaires, certains châtelains cohabitent avec eux et s'en amusent. Même le grand philosophe et scientifique Swedenborg du XVIIIe siècle reconnaît s'entretenir au quotidien avec des anges et des esprits. On peut en faire l'expérience au château de Haringö, situé à une quarantaine de kilomètres au sud de Stockholm, la capitale. Cette grande bâtisse blanche à l'architecture classique a tout de la belle demeure familiale accueillante, rassurante. Pourtant, à la nuit tombée, on raconte y entendre de longs sanglots et le fantôme d'un enfant se faufilerait dans les lits. Nous sommes dans le bureau d'Axel Wennergren. Cette pièce est recouverte de panneaux en bois qui proviennent d'un monastère. Sur chacun d'entre eux, vous pouvez voir le visage du moine qui l'a fabriqué. Mais avec ces panneaux est arrivé un visiteur inattendu, un moine qui est assis là. Il est toujours présent dans cette pièce et lorsque nous faisons des visites, nous savons que nous devons lui demander la permission. Et si vous n'êtes pas assez poli, il vous poussera ou vous fera un croche-pied pour vous faire tomber. Donc, nous lui prêtons toujours attention. Il est assis là, dans ce fauteuil, qui ne doit jamais être utilisé.
Nous sommes dans la salle à manger dorée, la pièce la plus inquiétante du château. Une pièce où ni les invités, ni le personnel ne pouvaient entrer. Nous en sommes arrivés à un point où nous avons dû demander l'intervention d'un médium. Un médium est donc entré dans cette pièce et a parlé aux esprits qui s'y trouvaient. Il y avait 2 fantômes qui vivaient dans cette pièce. Et le médium a dit que les fantômes voulaient 3 changements dans la décoration de la pièce. Ils voulaient le portrait de quelqu'un qu'ils respectaient, un miroir et du cristal. Une fois que cela a été fait, les esprits se sont tus et il n'y a maintenant plus aucun problème à rester ici. Je crois vraiment que la fantaisie et l'imagination sont les forces les plus puissantes que nous ayons pour nous préparer à l'inconnu. Et en ce sens, je pense que nous, Suédois, sommes d'une certaine manière doués pour créer cet imaginaire. Une croyance qui gagne l'histoire nationale du pays, réécrite à grands coups de légende pour le plus grand plaisir des Suédois. Avec ses palais majestueux, ses bâtiments colorés, aux toits pointus, Stockholm, la capitale, a des airs de conte de fées. Aujourd'hui, le meilleur moyen d'en connaître tous ses secrets est de participer à la marche fantôme. Une visite guidée dans les ruelles pavées médiévales du quartier de Gamla stan. Ce soir, nous allons découvrir la partie sombre de Stockholm. Meurtres, massacres, épidémies, fantômes. Toutes sortes d'actes étranges commis au cours de 750 ans d'histoire de la ville. Sur la grande place, nommée Stortorget, a eu lieu un massacre qui a marqué l'histoire suédoise. En 1520, après que le roi danois Christian II ait envahi la Suède, 83 opposants, membres de la noblesse suédoise, y furent décapités. 83 hommes enchaînés ont défilé à cet endroit où ils ont rencontré un homme seul, avec une seule oreille, le bourreau de la ville. Du sang, des morceaux de corps, des viscères s'amoncellent. Tout à coup, le ciel s'ouvre et il se met à pleuvoir. L'eau et le sang commencent à monter, monter, monter. Des gens dans la foule se sentent mal et quelqu'un crie « Mon Dieu, c'est comme un bain de sang !» Et c'est de là que vient cette expression. Certains Suédois affirment aussi avoir vu du sang s'écouler sur les pavés à la date anniversaire du massacre. Un surnaturel qui surgit jusqu'aux portes du palais royal. Une dame blanche y arpenterait les couloirs, mais ne serait visible que par les membres de la famille du roi, juste avant leur trépas. Même le palais de Drottningholm, situé sur l'île du lac Mälar, aujourd'hui lieu d'habitation de la famille, serait hanté. Qu'est-ce qui m'arrive? Les Suédois semblent avoir une obsession. Si vous regardez leurs films ou leurs téléfilms, ce ne sont que des thrillers, des crimes, des meurtres, des choses très brutales. Et je pense que cela vient du fait que la mythologie nordique était remplie de trahisons et de meurtres brutaux. Par ailleurs, en Suède, il fait froid et sombre en hiver. Cela peut très bien venir d'une volonté de se mettre à distance, de se libérer de cette obscurité. Si vous la rendez fantastique, moins réelle, plus excitante, cela cesse d'être quelque chose qui vous fait peur. Une obsession partagée jusque dans la littérature. C'est dans la province côtière de Roslagen, à environ 70 km à l'est de Stockholm, que vit l'écrivain à succès
John Ashvid Lindqvist, près de la petite ville de Norrtälje. Des rues typiques, des boutiques et des épiceries spécialisées en produits locaux, des cottages pittoresques. Au milieu de la ville coule la rivière Norrtälje, regorgeant de truites de mer. Une ambiance douce, apaisante, un rythme de vie relaxant hérité de son passé de station thermale. Un décor de carte postale en apparence. Les romans de Lindqvist, surnommés le Stephen King suédois, sont habités de monstres, de vampires, de zombies. J'ai écrit un roman appelé Border, qui est aussi devenu un film. C'est sur la base de cette légende du changeling, le changelin. Vous savez, ces vieilles histoires de trolls qui échangeaient des bébés humains et les remplaçaient par l'un d'entre eux. S'il existait des trolls aujourd'hui, comment ferait-il pour échanger un bébé humain pour un bébé troll? Et pourquoi le ferait-il? Je me pose toutes ces questions, j'essaie de trouver des réponses et ensuite je me mets à écrire. Un terreau littéraire qui s'enrichit des propres obsessions de l'écrivain. Mon pire cauchemar, c'est cette image récurrente qui est celle utilisée dans plusieurs de mes romans. Celle d'être immergé profondément sous l'eau, dans l'obscurité, et sachant qu'il y a d'énormes formes qui se rapprochent. Peut-être pour manger ou peut-être pour faire autre chose, je ne sais pas. C'est un cauchemar récurrent. John Ashvid Lindqvist est aussi l'auteur d'un conte audio intitulé Kiln, le four. Le visiteur ne peut l'écouter que s'il se trouve dans une forêt pour une plongée immersive au cœur de la nature enchantée suédoise, à la rencontre de créatures mythologiques. Si vous vous tenez devant une forêt sombre, votre imagination se déchaîne naturellement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Que pourrais-je rencontrer? Quel genre de créature pourrait bien se cacher dans ces ténèbres? Que peut-il bien se passer dans toute cette obscurité, derrière tous ces arbres? Sous la yourte de notre cuisinière du jour, en revanche, je sais ce qui va se passer. Et ça va être plutôt très sympa. On rejoint Dolgin Suren en Mongolie et comme la plupart de ses compatriotes, elle cuisine peu de légumes et de fruits puisque c'est très difficile de s'en procurer là-bas. Mais avec de la viande et quelques grammes de farine, regardez ce qu'elle nous réserve, ces papilles. Je m'appelle Dolgin Suren, je suis bergère. Vous êtes ici dans notre campement d'hiver. Je vis avec mon mari et mes 3 enfants. Je vais récupérer ma viande dans ma yourte de réserve. Aujourd'hui, je vais préparer des kouchour, des ravioles au mouton. C'est le genre de repas qu'on prépare quand on a de la visite. C'est aussi notre plat préféré. Allez, on s'y met? Lui, c'est mon petit dernier, Mongon Shir. Il adore regarder la télé. C'est la première chose qu'il fait quand il se lève le matin. Bienvenue dans ma cuisine. Et ça, c'est quoi? Ce sont les médailles que nos chevaux ont gagnées. Mon mari élève et entraîne des chevaux de compétition. Et ça, c'est le crin des chevaux qui nous ont appartenu. Ça nous fait un souvenir et ça nous permet de garder un peu de leur esprit avec nous. Première étape, nous allons découper le mouton. Ensuite, on fera une pâte pour faire nos ravioles. Je vais maintenant passer aux oignons. C'est de l'oignon sauvage qui pousse dans nos montagnes.
Je mets du sel et de l'eau pour que ce soit juteux. Maintenant, je m'occupe de la pâte. Je vais faire une vingtaine de couchours pour 3 personnes. Je vais farcir mes ravioles maintenant. Quand on les referme, il faut bien presser de chaque côté. Il ne doit pas y avoir d'air à l'intérieur. Sinon, nos couchours vont éclater quand on va les plonger dans le beurre bouillant. Les couchours sont aussi anciens que la Mongolie. J'ai appris à les faire quand j'avais environ 13 ans, en même temps que j'ai appris à traire les vaches. Je vais passer à la cuisson des couchours. Pour ça, j'utilise du beurre fondu. La fumée, elle vient de la bouse de vache qu'on utilise pour le feu et du beurre. Ce n'est pas un problème. La fumée de bouse de vache est bonne pour la santé. Ça tue les bactéries. Voilà, nos couchours sont prêts. On va manger en famille. Alors, qu'en pensez-vous? C'est délicieux. Surtout avec tout ce beurre. Voici notre thé au lait de yak à base d'herbes de la taïga, d'eau et de sel. J'adore les couchours à la viande. Nous, les Mongols, mangeons de la viande tous les jours. La suite se déroule en Éthiopie avec des hommes qui ont cru au miracle à Addis Abeba. C'est l'histoire inattendue. Dans la capitale éthiopienne, une lettre va faire fantasmer toute la chrétienté pendant plusieurs siècles. À Addis Abeba, la cathédrale Saint-Georges symbolise l'orthodoxie fervente de l'Éthiopie, terre chrétienne depuis le milieu du IVe siècle. L'historienne Isabelle Boavida a enquêté sur cet écrit et son mystérieux auteur. À la fin du XIe siècle, la chrétienté se sent menacée par un nouveau monde. Une nouvelle puissance religieuse qui émerge, l'islam. L'islam est alors en expansion. C'est à ce moment-là, à la fin du XIe siècle, que le pape, depuis Rome, appelle à la première croisade. Vers 1165, une lettre providentielle et fortuite apparaît en Occident. Ce document surgit et il commence à être copié à profusion et envoyé à de nombreux royaumes européens. La lettre est signée par un personnage mystérieux qui se fait appeler le prêtre Jean. Elle devient virale et existe dans de nombreuses versions différentes. Le courrier évoque une mystérieuse contrée chrétienne qui serait située quelque part à l'est. Le savoir cartographique étant encore balbutiant, ce royaume pourrait aussi bien se trouver en Asie qu'en Afrique. À regarder son contenu de plus près, on comprend très bien pourquoi cette lettre fascine et se répand dans toute l'Europe. Le prêtre Jean de la lettre se présente comme une sorte de messie. Sa lettre évoque un monde merveilleux, un monde sans péché, où les gens ne sont même pas obligés de travailler. Il leur suffit d'entrer dans un palais et on les nourrit. On répond à leurs besoins.
Il n'y a donc plus besoin de chercher de la nourriture et personne ne meurt. Là-bas, tout est construit avec des matériaux et métaux nobles, de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est vraiment un paradis sur Terre. Alors forcément, les gens se demandent, où se trouve ce royaume? Il doit bien se trouver quelque part, mais où? En 1187, retrouver le prêtre Jean et son royaume prospère, peuplé de créatures fantasmagoriques, devient une obsession pour les souverains chrétiens d'Occident. Ils viennent de perdre Jérusalem. Le prêtre Jean, qui selon rumeur se trouve à la tête de 10 000 cavaliers et 100 000 fantassins, serait un allié de poids pour reconquérir la Terre sainte aux musulmans. Et même après les croisades, le prêtre Jean et son royaume continuent d'agiter le monde chrétien. Au XVe siècle, le modeste royaume du Portugal lance alors ses grandes expéditions maritimes. L'objectif est double, faire rayonner le pays et l'enrichir grâce aux épices, mais aussi et surtout débusquer enfin le prêtre Jean. Un premier ambassadeur portugais pénètre en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Un enchaînement de quiproquos laisse croire au roi du Portugal qu'il a retrouvé ses terres mythiques. On en retrouve la mention dans un texte imprimé au XVIe siècle. Un récit des découvertes portugaises de l'époque. On y lit comment le prêtre Jean a été retrouvé. Ce livre a été publié en 1521, un an après l'arrivée de la première ambassade portugaise en Éthiopie. Ce récit a servi d'outil de propagande pour donner au Portugal un poids plus important dans le concert des nations. Tout le monde se pressait pour venir en Éthiopie comme ambassadeur. Les candidats pensaient se rendre au royaume des merveilles. Sauf que, bien sûr, il n'y existait pas de palais aux colonnes d'or ornées de pierres précieuses. Les gens se demandaient donc, mais où sont passées toute cette puissance et cette opulence? Pour la première fois, des soupçons sont apparus. Cette image d'un royaume fabuleux, construite au fil des siècles et intégrée dans les esprits religieux européens, ne collait plus à la réalité. Avec les guerres de religion interne qui déchirent l'Europe et l'essor du rationalisme, la croyance en l'existence du prêtre Jean, à la longévité extraordinaire, se dissout petit à petit. Pourtant, par habitude et confusion linguistique, l'Éthiopie restera longtemps nommée en Europe comme le royaume du prêtre Jean. La légende a commencé à se dissiper un peu partout en Europe, pendant la période des guerres de religion entre catholiques et protestants. Cette fois, ce n'était plus l'islam, mais l'ennemi intérieur qui devenait la priorité. Il faut attendre le siècle des Lumières pour que cette lettre soit considérée comme un faux. On suspecte un moine allemand de l'avoir rédigée dans la première partie du XIIe siècle. Il signe ainsi l'un des premiers et l'un des plus importants faux du Moyen-Âge. La lettre originale était un mélange composite d'histoires très hétéroclites, qui servaient toutes le même but. On peut la qualifier de fake, mais pas entièrement, dans la mesure où elle servait une cause. L'objectif, c'était d'appeler à l'action toute la chrétienté en Europe. Et la lettre a effectivement incité les gens à agir. Retour au Bangladesh pour avoir la réponse à la devinette. Si vous l'avez trouvée, franchement, vous êtes très fort. Je vous rappelle la question. Selon une légende du Bengale, quelle apparence prend le démon dans la plus vaste mangrove du monde? Eh bien, il prend celle d'un tigre. De nombreux mythes entourent cette région du delta du Gange. Ainsi, avant de s'aventurer dans les Sundarbans, les pêcheurs et autres cueilleurs de miel demandent la protection de Bombibi, la déesse de la forêt, afin de ne pas être dévorés par un démon qui prendrait l'apparence d'un tigre. Dans la légende, il aurait attaqué un enfant au milieu du Gange avant que la déesse ne vole à son secours. Qu'il cache un démon ou pas, de toute façon, vous avez beaucoup de risques de tomber sur un tigre dans cette partie du monde, puisque c'est l'un des derniers refuges des tigres du Bengale. Je dépisse Palt.